La politique suisse repose sur deux piliers, la neutralité et l'universalité de ses relations. Les Russes disent sur tous les tons qu'ils ne considèrent plus la Suisse comme un acteur neutre. Je pense qu'on a fait des bêtises. Ce qui est le plus difficile aujourd'hui dans un monde aussi polarisé, aussi médiatisé, c'est de garder son indépendance de jugement. On ne peut pas être membre d'une alliance militaire et se déclarer neutre. Le plus grand danger d'ailleurs, c'est quand on commence à croire à sa propre propagande. Si vous parlez de l'OTAN en termes un petit peu sceptiques aujourd'hui, on vous dit « Ah, tu es un russophile ou un poutinophile ». Donc c'est extrêmement difficile de garder son indépendance de jugement, mais c'est très important de le faire, parce que les sanctions décidées par un groupe d'États, même si c'est des États qui nous sont proches, même si c'est des États qui nous sont voisins, font partie d'une politique de puissance. Or, l'État neutre veut justement s'abstraire, s'extirper de cette politique de puissance. Bonjour Jean-Daniel Roure. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour NTL France. Vous êtes un ancien ambassadeur et diplomate expérimenté. Vous avez occupé des postes clés en Europe et au Moyen-Orient. Vous êtes également l'auteur de Crimes et tremblements, un ouvrage dans lequel vous partagez vos expériences et vos réflexions tout au long de votre carrière. Vous avez également écrit une fiction, Samira au pouvoir, où vous offrez un regard unique sur la diplomatie moderne et les mécanismes souvent méconnus qui influencent les grandes décisions internationales. Aujourd'hui, nous allons parler de neutralité. C'est un concept qui, depuis des siècles, sert à préserver la paix, à créer des ponts, mais qui est aussi source d'interrogations et de critiques récemment. En Suisse, on parle de plus en plus de neutralité active. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que ça signifie concrètement? En quoi cette neutralité se distingue-t-elle d'une neutralité passive où l'on se contenterait de ne pas prendre parti? Alors effectivement, il y a vraiment deux visions de la neutralité suisse qui méritent d'être remises à jour, d'être revitalisées, hein, parce qu'elle a un peu perdu de sa crédibilité au cours des dernières années. Et donc vous avez un groupe de personnes qui vient plutôt de la droite de l'éventail politique, qui a d'ailleurs lancé une initiative sur la neutralité en disant que le Conseil fédéral ne devrait reprendre des sanctions que lorsque celles-ci sont décidées par le Conseil de sécurité. Et ces milieux politiques-là, ils disent qu'il ne faut pas qu'on se mêle des disputes du monde, y compris entre nos voisins. Donc, on ferme les rideaux, on ne veut rien savoir, on ne fait rien. Et puis, il y a une autre attitude qui n'est pas nouvelle. C'est aussi une attitude qui était prônée par différents ministres des Affaires étrangères suisses par le passé. Petitpierre a été peut-être le premier à avoir une attitude de neutralité active. Et ensuite, le concept a vraiment connu une élaboration et une action plus importante à l'époque de la conseillère fédérale genevoise Micheline Calmiret, qui, elle, parlait de neutralité active déjà. Alors, pour elle, c'est quoi la neutralité active? C'est qu'on ne peut pas juste se retirer chez soi et puis attendre que ça passe. On a aussi un rôle, un devoir, et puis le potentiel de jouer un rôle positif pour essayer de régler les disputes entre pas seulement les grands de ce monde, mais aussi il y a des grandes disputes et il y a des petites disputes. Et puis je crois que ce que Micheline Calmiret voyait, je crois que ce que les tenants de cette approche voient aussi aujourd'hui, c'est que quand on est neutre, on a aussi une responsabilité et une capacité à essayer de jouer un rôle actif pour atténuer les souffrances des populations civiles, et pour essayer de trouver des formules à travers la facilitation de la médiation qui permettraient d'arrêter certains conflits. Merci pour cette brève introduction. On sait que les guerres contemporaines ne se mènent plus seulement avec des armes, mais également avec des sanctions économiques, des campagnes d'influence et même des cyberattaques. Comment est-ce qu'un pays neutre comme la Suisse, justement, que vous venez de présenter, peut rester neutre? Bon, alors je pense vous parlez de différentes dimensions qui sont très différentes. D'abord, les sanctions économiques. Je pense qu'un petit pays comme le nôtre, s'il veut garder sa crédibilité internationale et sa neutralité crédible, doit doit avoir comme boussole le droit international. Le droit international, c'est ce qui est écrit dans les conventions, mais c'est aussi ce qui est décidé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et moi, je suis assez d'accord avec les initiants de l'initiative qui disent
on se limite aux sanctions décidées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce que les sanctions décidées par un groupe d'États, même si c'est des États qui nous sont proches, même si c'est des États qui nous sont voisins, font partie d'une politique de puissance. Or, l'État neutre veut justement s'abstraire, s'extirper de cette politique de puissance pour garder son indépendance. Et puis ça m'amène au deuxième point qu'est la désinformation. Peut-être ce qui est le plus difficile aujourd'hui dans un monde aussi polarisé, aussi médiatisé, c'est de garder son indépendance de jugement. Une indépendance de jugement ne peut être établie que sur la base d'une analyse, d'une compréhension des faits, qui ne soit pas la propagande des uns ou des autres, mais qui soit sa réflexion à soi, basée sur ses sources d'information à soi. Or, par exemple, typiquement pour ce qui est du conflit russo-ukrainien, mais aussi le conflit de Gaza, enfin tous les conflits sont des conflits de narratifs, des conflits de récits. Et nous sommes submergés de deux visions. Et si par hasard on a le malheur de dire qu'il y a peut-être aussi des éléments qui ne sont pas complètement mensongers dans une des versions, on se fait attaquer par les tenants de l'autre version. Enfin, typiquement, si vous parlez de l'OTAN en termes un petit peu sceptiques aujourd'hui, on vous dit « Ah, du bist ein Putin-Versteher », tu es un russophile ou un poutinophile. Donc c'est extrêmement difficile de garder son indépendance de jugement, mais c'est très important de le faire. Et ça, c'est vraiment le travail de nos analystes, de nos services de renseignement, de nos analystes militaires, de nos diplomates aussi, de fournir au gouvernement les bases de décision qui soient basées sur une vision aussi précise et aussi objective que possible, sans tenir compte de la propagande, parce que désinformation et propagande, pour moi, c'est des synonymes, qui viennent d'un côté ou qui viennent de l'autre. C'est le plus grand danger, d'ailleurs, qui pèse sur nos démocraties, c'est quand elles croient, bon, c'est comme ça faisait sur l'Union soviétique à l'époque aussi, c'est quand on commence à croire à sa propre propagande. Et j'ai l'impression que c'est parfois le cas dans nos pays. Donc garder une indépendance d'esprit. Après, pour ce qui est du cyber, là on est dans une logique de défense pure. Je veux dire, on a un office fédéral pour la cybersécurité, on a des chercheurs, des gens qui travaillent tous les jours là-dessus. Donc maintenant, évidemment, la cyberdéfense fait partie de notre stratégie de défense nationale, comme l'armée fait partie de nos stratégies de défense nationale. J'aimerais souligner une chose, la neutralité suisse n'est crédible et n'est populaire aussi que comme neutralité armée. Nous, on n'est pas le Costa Rica qui n'a pas d'armée, on est un pays qui veut avoir une armée. C'est dans nos traditions, c'est dans nos gènes, c'est dans notre culture, mais c'est aussi dans notre intérêt, parce que nous ne sommes justement pas le trou au milieu du donut dont parlait un ambassadeur américain, l'ambassadeur américain précédent, donc de l'administration Biden à Berne. Je trouvais que c'était extrêmement offensant et insultant de dire « on est le trou noir au milieu du donut ». On n'est pas et on ne l'a jamais été. Même à l'époque de la guerre froide, nous pouvions à juste titre dire « nous ne sommes pas, avec l'Autriche, nous ne constituons pas le ventre mou de l'Europe ». Et pour ça, c'est important d'avoir une armée qui fonctionne, qui est bien équipée. Alors bien sûr, il faut un peu investir là-dedans, mais la neutralité suisse, c'est une neutralité armée. On a également de nombreux diplomates qui évoquent la différence entre neutralité juridique d'une part et neutralité perçue de l'autre. Autrement dit, il ne suffirait pas d'être neutre, de se déclarer neutre, mais il faudrait encore que les autres y croient. Est-ce que vous pensez que les autres y croient encore du point de vue de la Suisse, vis-à-vis de la Suisse à l'heure actuelle? Alors la neutralité, dans ma conception des choses, c'est comme un bâtiment à 3 étages. Le rez-de-chaussée, c'est le droit de la neutralité, qui est codifié dans une convention de La Haye de 1907, qui essentiellement dit on ne doit pas procurer un avantage militaire à une partie à un conflit. Le deuxième étage, c'est la politique de la neutralité. Donc ça, c'est les décisions du Conseil fédéral. Le Conseil fédéral a une très grande latitude pour décider de comment il veut agencer la politique extérieure suisse, d'où dépend la crédibilité de la neutralité suisse. Et puis ça, c'est le troisième étage, c'est justement la perception
de la politique extérieure suisse et de sa neutralité. Alors, il faut bien reconnaître qu'avec la guerre en Ukraine, on a perdu des plumes. Les Russes disent sur tous les tons qu'ils ne considèrent plus la Suisse comme un acteur neutre. Je pense qu'on a fait des bêtises. Je pense qu'il n'y avait aucune raison de reprendre les sanctions, ou bien on ne nous les a jamais expliquées. On nous dit qu'il y a eu des pressions. La version officielle, c'est qu'on a repris les sanctions à cause des violations graves du droit international. Mais enfin, on connaît d'autres cas de violations graves du droit international où il n'y a pas de sanctions, donc ce n'est pas très cohérent. Et puis surtout, on ne nous explique pas pourquoi ça a été possible d'avoir un dispositif en place entre 2014 et 2022 où il y avait déjà des sanctions occidentales. Mais on n'a pas repris les sanctions. Par contre, on a mis en place un dispositif pour éviter le contournement des sanctions par la Suisse. Ce qui nous a permis de garder l'aura, la crédibilité de la neutralité. Et puis tout soudain, en 2022, on a décidé que c'était plus possible de faire ça, en un week-end d'ailleurs, hein, parce que le jeudi, on dit quelque chose, et le mardi, on dit exactement l'inverse. Et ça a créé quand même un peu de désarroi, je crois, dans la population par rapport à ces décisions du Conseil fédéral, qui n'ont jamais été explicitées vraiment. Donc, effectivement, je pense qu'on a un problème avec notre neutralité. Ça a commencé là. Bon, après, il y a eu l'épisode du Bürgenstock, où on n'a pas invité la Russie, ce qui était une aberration. Et puis maintenant, depuis, disons, 2023, il y a la politique suisse au Moyen-Orient qui est perçue comme étant très proche d'Israël, ou soit téléguidée par Israël, soit soutenant Israël. Mais là, il y a même des problèmes liés au droit de la neutralité, puisque bon, Israël n'est pas seulement en conflit à Gaza, mais ils ont commis des actes, enfin attaqué le Liban, la Syrie, le Yémen, le Qatar et l'Iran. Or, nous continuons à avoir une coopération militaire avec Israël. Nous continuons, vous avez même augmenté nos ventes de biens à double usage à destination d'Israël, donc qui peuvent aussi être servis à des fins militaires. Et puis nous autorisons des investissements publics et privés dans l'appareil militaire, dans l'industrie militaire israélienne. Donc on peut, à mon avis, légitimement dire que nous procurons un avantage militaire à Israël parce qu'on ne procure pas ce genre d'avantage militaire-là. On n'a pas de coopération militaire avec l'Iran, le Yémen, le Liban ou la Syrie, que je sache, et certainement pas avec le Hamas. Donc là aussi, la perception de la neutralité suisse a été écornée. On sait que la Suisse joue souvent un rôle caché dans certaines médiations internationales, par exemple entre les États-Unis et l'Iran par le passé, mais sans parler publiquement, hein. C'est des choses qui se font un petit peu en douce. Est-ce qu'il faudrait, selon vous, que la Suisse communique davantage sur les choses qu'elle fait il y a toujours vraiment une tension entre l'efficacité et la confidentialité. D'un autre côté, si on veut avoir une crédibilité au Parlement, dans le peuple, et puis peut-être même augmenter les moyens qui sont déployés en faveur des activités de bons offices ou de médiation de la Suisse, il faut quand même montrer que de temps en temps on a des succès ou bien qu'on fait des choses utiles. Donc c'est un peu dans ce champ magnétique-là qu'il faut décider de la politique de communication. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même beaucoup moins de choses qui se font que par le passé, surtout par rapport à l'Europe de l'Est, enfin les relations Est-Ouest. Moi, je me réfère aux années 70, 80, 90, à la grande époque de la CSCE qui a débouché sur l'OSCE, l'acte final d'Helsinki, où la Suisse a joué un rôle majeur entre les deux blocs. Et puis même après, il y a eu beaucoup de conférences, il y a eu beaucoup d'efforts aussi entre Israéliens et Palestiniens à une certaine époque. Donc j'ai l'impression qu'au Moyen-Orient, en Europe de l'Est, la Suisse maintenant est un peu aux abonnés absents et est restée passive. J'ai cru comprendre qu'on restait très impliqué en Amérique latine, qu'on restait très impliqué dans certains conflits africains, ce qui est certainement une bonne chose. Mais parfois, vous savez, c'est comme ça, hein, l'efficacité requiert la discrétion. Moi, je pense qu'on devrait en dire au moins un petit peu plus, mais ou peut-être informer les chambres fédérales qui décident finalement de l'argent dans des réunions, disons, confidentielles, sans qu'il y ait trop de publicité. Mais je pense qu'il y aurait surtout maintenant un besoin où la confiance dans le Conseil fédéral n'a jamais été aussi faible, et notamment dans notre ministre des Affaires étrangères, qui vient en bon dernier en termes de popularité des 7 conseillers fédéraux.
Je pense que s'il fait des choses utiles en termes de promotion de la paix ou de médiation, juste maintenant, ça serait certainement dans son intérêt de pouvoir faire étalage de certains succès. Finalement, cette neutralité active dont on a parlé tout à l'heure, elle suppose d'offrir un espace de dialogue. C'est ça que les gens attendent en général d'une neutralité active, même entre des acteurs qui sont considérés comme des ennemis. Mais dans un climat comme celui qu'on a actuellement, un climat de méfiance, comment est-ce que la Suisse peut encore jouer ce rôle de médiateur? Alors, je pense d'abord que ce rôle de médiateur est d'autant plus important et utile qu'il y a un climat de méfiance. Maintenant, ce qu'on doit savoir faire, et il y a beaucoup de gens qui en sont conscients dans notre diplomatie et qui sont d'excellents communicateurs, d'excellents diplomates, c'est de retisser patiemment des liens de confiance avec toutes les parties aux principaux conflits. Alors, c'est tisser des liens de confiance avec la Russie, c'est tisser des liens de confiance avec l'Ukraine, je crois qu'ils existent, mais c'est tisser des liens de confiance avec tous les acteurs au Moyen-Orient, par exemple. Les Turcs savent très bien faire ça. Alors, les Turcs, ils sont membres de l'OTAN, on ne va pas dire que c'est un pays neutre, mais les Turcs ont réussi à se positionner d'une manière assez intéressante, presque remarquable, dans le dossier israélo-palestinien. Ils n'étaient pas là, ils ne faisaient pas partie des médiateurs. Et soudain, lors des derniers efforts de Donald Trump, ils sont apparus comme non seulement des médiateurs, mais même des garants de l'accord de cessez-le-feu. Et pourquoi? C'est parce qu'ils ont des relations sérieuses. Ils sont pris au sérieux par Israël, ils sont pris au sérieux par le Hamas, ils ont des moyens d'action des deux côtés. Et je pense que c'est ça la clé, c'est réussir à établir des canaux de communication où on apparaît comme un acteur qui est crédible et qui est sérieux. Avec l'amélioration grandissante de la technologie, il y a également des questions cruciales en lien justement avec la technique. Récemment, à l'ONU, il y a eu une conférence sur la neutralité lors de laquelle plusieurs intervenants ont parlé de neutralité numérique. L'idée qu'un pays neutre pourrait héberger des données, des intelligences artificielles, des serveurs à l'abri de toute tension géopolitique. Est-ce que vous pensez que la Suisse pourrait jouer un tel rôle à l'avenir? Alors, théoriquement, oui. Pourquoi? Parce qu'on a des infrastructures. On a le savoir-faire technique pour ces choses-là. Après, ça demande énormément d'énergie. C'est les data centers. Donc là, il y a peut-être un petit point d'interrogation. Il faudrait voir comment on règle cette question-là. Mais je pense que cette chose-là pourrait aussi être réglée. L'idée, c'est que ces data centers soient dans des lieux protégés, pour éviter les hackings et pour éviter aussi les fuites de données ou les attaques informatiques qui voleraient ce genre de données. Je pense qu'aujourd'hui, on a un petit problème qui dissuade des entreprises qui sont impliquées dans le transfert de données, même des sites internet ou des boîtes comme Infomaniac ou ProtonMail, donc qui essayent d'avoir des systèmes de transmission qui soient protégés, c'est qu'on a une ordonnance d'application de la loi fédérale qui est en préparation, qui a été extrêmement critiquée par les milieux de l'informatique en Suisse, parce si elle était mise en place, cette réglementation serait la plus stricte en Europe. Alors bon, on n'est pas en Chine ou en Russie, où il n'y a pas de privacy. Mais ici, cette loi va très très loin. Elle obligerait notamment les fournisseurs de services, les prestataires de services de conserver les données pendant 6 mois. Et puis, elle permettrait à l'autorité de surveillance, donc au gouvernement, d'avoir accès aux métadonnées. Alors pas au contenu de message, mais au fait qu'il y a eu un message entre deux IP, entre un émetteur et un récepteur, ce qui est déjà une intrusion très forte. Et ça, sans mandat d'un juge, c'est un peu l'équivalent d'une perquisition. Et ça, c'est extrêmement discutable.
Donc je pense que là, si le gouvernement suisse s'abstenait de passer cette nouvelle législation, cette nouvelle réglementation, ça nous donnerait encore un petit bonus. Mais a priori, les éléments en place sont bons. La législation est encore un point faible pour le moment, parce qu'il y a une incertitude. Toujours sur cette question de la neutralité, mais de façon plus générale, on a aujourd'hui de nombreux pays qui se disent multi-alignés, à savoir qu'ils coopèrent avec plusieurs puissances sans appartenir à un camp particulier. Est-ce que vous pensez que c'est une forme moderne de neutralité, d'agir de la sorte, ou bien c'est plutôt une illusion qui masque le retour des blocs? Non, alors moi je pense que cette fluidité qu'on observe dans les relations internationales aujourd'hui, ça a du bon. Et puis je ne pense pas qu'on va vers une reconsolidation du monde en deux blocs. Jusqu'à la chute de l'Empire soviétique, on avait grosso modo un bloc occidental et puis un bloc communiste, et puis vous aviez entre les deux le soi-disant mouvement des non-alignés, qui maintenait certes des relations des deux côtés, mais qui était quand même perçu comme un bloc, disons, plus proche, enfin plutôt anti-occidental qu'anti-soviétique. Aujourd'hui, je pense qu'on assiste à une constellation qui se met en place qui est différente, où vous avez un certain nombre de grands pays avec leur zone d'influence. La Chine, la Russie, les États-Unis, qu'on pourrait dire, c'est voilà, l'espèce de triangle des superpuissances. Mais vous avez, disons, l'étage en dessous, une série de puissances régionales ou de pays qui sont suffisamment forts économiquement, en termes de démographie, en termes militaires ou de sécurité aussi, ou qui ont une position géographique qui leur donne une certaine marge de manœuvre et qui fait qu'ils ne sont pas obligés ou pas sous pression pour choisir leur camp. Ils sont respectés par tout le monde comme étant des pays qui ont, si on peut dire, le droit à avoir leur politique indépendante. Je pense à la Turquie, qui est typiquement un pays qui est membre de l'OTAN, qui entretient des liens, qui a une dépendance économique, surtout énergétique, forte vis-à-vis de la Russie. Mais M. Erdogan a d'excellentes relations avec M. Trump. Donc c'est typiquement un de ces pays charnières, qui a sa petite zone d'influence quand même, un peu en Asie centrale, le Caucase, et puis qui peut jouer un rôle stabilisateur dans les relations internationales parce qu'ils savent parler à tout le monde, et c'est un acteur crédible qui peut mettre les moyens. Vous en avez d'autres, le Qatar. Le Qatar, ce n'est pas la Turquie, c'est beaucoup plus petit, il y a beaucoup moins d'habitants. Mais le Qatar a d'autres atouts, c'est un pays qui investit beaucoup d'argent dans des activités de médiation. Et souvent, ça aboutit à des résultats. Il y a énormément de demandes. J'ai l'impression que le Qatar ne peut pas faire face à toute la demande. Je veux dire, on voit même le Qatar impliqué en Amérique latine, on les voit impliqués entre la Russie et l'Ukraine, les Émirats arabes unis aussi. Après, en Asie, vous avez des pays comme l'Indonésie, comme la Malaisie, comme Singapour. En Afrique, vous avez des pays comme l'Afrique du Sud, le Nigeria. Alors évidemment, ce qui manque un peu, c'est en Europe, des pays comme ça qui revendiquent le choix de ne pas faire de choix, ou la décision de ne pas devoir choisir entre les blocs. Et il n'y a pas beaucoup en Europe. Il y a la Suisse qui est comme ça, je dirais qu'il y a peut-être la Serbie qui essaye aussi d'un peu jouer sur les deux tableaux, même si la Suisse, au cours des dernières années, elle a quand même, je dirais, presque adhéré au bloc occidental, ce qui suscite beaucoup d'opposition dans la population. D'ailleurs, je pense aussi pour ça que nos autorités, notre Conseil fédéral est aussi peu populaire ces temps. Mais la Suisse a le potentiel d'essayer de retrouver, tout en étant une démocratie occidentale qui évidemment économiquement est très proche de ses voisins européens. Les États-Unis, avec les tarifs à 39%, ça pourrait changer dans les prochaines années, mais qui peut avoir une perspective globale, une perspective universelle. Vous savez, dans le temps, je dirais au bon vieux temps, quand j'étais encore diplomate, on nous disait que la politique suisse repose sur deux piliers, enfin plusieurs, mais les deux principaux, c'est la neutralité et l'universalité de ces relations. L'universalité, ça veut dire qu'on va avoir des contacts étroits avec tout le monde et puis ne pas devoir faire le choix d'appartenir à un bloc. Mais malheureusement, avec la polarisation croissante qu'il y a, surtout entre la Chine et les États-Unis, le risque
qu'il y ait des pressions indues de la part de grandes puissances pour obliger des plus petits pays à effectuer un choix, ces pressions-là iront probablement croissant. En tout cas, certains diplomates, lors de cette conférence à l'ONU, ont rappelé que Genève internationale était un pilier de la neutralité suisse, mais que la ville perdait de son attractivité pour les organisations internationales. Comment est-ce qu'on va pouvoir préserver ce rôle à l'avenir, tout en assurant une qualité de vie qui retienne les talents? Alors moi je pense qu'au niveau de la qualité de vie, Genève n'est pas plus mal que Vienne, puisqu'apparemment c'est la concurrence. Alors évidemment ça coûte un petit peu plus cher ici, pas tant que ça pour finir, par rapport à Vienne. Bon, il y a peut-être d'autres raisons pourquoi le Haut Commissariat aux droits de l'homme aimerait déménager une partie de son personnel à Vienne. Moi je crois que Genève va rester le deuxième siège principal des Nations Unies après New York. On peut compter sur le soutien de la France, qui est quand même un membre permanent du Conseil de sécurité. Et puis on peut compter aussi sur les institutions genevoises et suisses, le gouvernement j'entends, et aussi en partie les entreprises, pour investir. Et puis on voit qu'il y a des fonds qui ont été libérés pour essayer de compenser les diminutions de budget d'autres institutions comme USAID, ou comme même les Nations Unies, qui doivent évidemment faire de l'épargne. C'est vite vu, je veux dire, quand ça diminue d'un côté, il faut essayer de compenser en augmentant de l'autre. Et puis on verra ce que ça donne. Après, c'est lié à des personnes, c'est lié à des circonstances. Il faudra voir comment ça évolue, mais je m'imagine mal que Genève perde sa qualité de deuxième place la plus importante pour la diplomatie multilatérale. Ce qui est peut-être important, c'est les gros défis auxquels je pense que la Suisse devrait aussi peut-être se concentrer davantage, c'est essayer de faire revivre l'Organisation mondiale du commerce, qui est quand même aussi traditionnellement, était le garant d'une économie mondiale fondée sur le libéralisme, qui fonctionne mal depuis 2019, à cause des Américains d'ailleurs. C'est assez marrant, parce que c'est les Américains qui ont mis en place un système économique mondial libéral après la Deuxième Guerre mondiale. Et puis c'est eux maintenant qui augmentent les tarifs et puis qui s'éloignent le plus vite possible, très rapidement, d'un système libéral. Et ceux qui parlent maintenant d'un système libéral mondial, c'est les Chinois. Basé sur des règles, basé sur du droit, pas les règles, du droit. Mais ça s'explique, parce qu'en 1945, c'était les États-Unis qui étaient l'usine du monde, et puis aujourd'hui, c'est la Chine qui est l'usine du monde. Donc évidemment, aujourd'hui, c'est les Chinois qui ont intérêt à diminuer les droits de douane pour ouvrir les marchés. Donc ça s'explique. Donc si on pouvait revitaliser l'Organisation mondiale du commerce, il faudra bien un jour qu'on y revienne. Il faut viser sur le long terme. Vous savez, ces diminutions, c'est conjoncturel. Moi, je pense que je suis confiant que le monde continuera d'avoir besoin de Genève. Et puis on ne déménage pas aussi facilement autant d'institutions dans d'autres pays où les infrastructures sont juste pas disponibles encore. Et puis je pense que la réaction des autorités fédérales et surtout des autorités cantonales et des milieux intéressés à Genève a été la bonne réaction. C'est qu'ils ont dit, voilà, nous on veut investir parce qu'on veut que Genève conserve ce rayonnement international. Et puis il y a une autre dimension encore, c'est que Genève reste le centre d'énormément d'entreprises, donc du secteur privé. Et le secteur privé, le secteur public, ce qui est discuté à l'ONU, ça impacte aussi l'activité, les intérêts des grandes multinationales qui sont basées à Genève. Et je pense que le fait d'avoir une telle densité d'organisations, d'entreprises multinationales à Genève, c'est aussi quelque chose qui profite à la Genève internationale. Voilà, donc je ne suis pas trop pessimiste, même s'il y aura un peu des périodes de remous, parce que le multilatéralisme est remis en cause par les États-Unis. Mais de manière générale, vous êtes confiant? Il faut avoir une vision positive des choses. Peut-être une dernière question avant qu'on conclue. On a beaucoup qui estiment que la neutralité de la Suisse n'est
plus bien comprise, ni à l'étranger, ni parfois même en Suisse. Est-ce qu'il faudrait, selon vous, redéfinir officiellement la définition de la neutralité? Quelles seraient les lignes rouges, en tout cas, à ne jamais franchir pour un pays qui se déclare neutre? Bon, joindre une alliance militaire, hein, ça c'est quand même la base, je crois que c'est la base des choses. On ne peut pas être membre d'une alliance militaire et se déclarer neutre. Maintenant, je pense qu'une des autres choses à laquelle la Suisse devrait travailler, c'est corriger cette perception selon laquelle la Suisse est dans la zone d'influence américaine du point de vue de sa sécurité, voire israélienne aussi, du point de vue de sa sécurité. Je pense que cette perception-là, qui est présente en Suisse même, hein, donc à l'intérieur du peuple suisse, elle nuit à notre charisme, à notre rayonnement international, à cette idée qu'on est un pays neutre. Merci beaucoup, Monsieur Roure, pour cette intervention passionnante. Vous avez souligné l'importance pour les pays neutres de se limiter aux sanctions décidées par le Conseil de sécurité. Vous rappelez le rôle clé qu'a joué la Suisse pendant toutes ces années et qu'elle doit continuer à jouer, rôle de médiateur, nécessité de retisser des liens de confiance avec les différents partis opposés un peu partout dans le monde dans ce conflit géopolitique actuel tendu. Je vous remercie pour cet entretien qui était passionnant et j'espère à bientôt pour un nouvel entretien sur NTD. À votre service, merci beaucoup Madame Rodriguez.